Messieurs, bonsoir. Vous n'avez pas de casque? Il n'y a pas une petite tolérance quand même Absolument pas. On ne tolère pas. Vous avez une police qui est extrêmement concentrée, hein. Il y a un très grand nombre de policiers au mètre carré, si j'ose dire. Monaco, en tant que capitale de la vidéosurveillance, a une responsabilité. C'est celle d'éviter toutes les dérives. L'exigence de sécurité est plus grande, donc on prononce sûrement plus de peines fermes, là où en France on continuerait à mettre des sursis avec mise à l'épreuve. C'est scandaleux, scandaleux. It's well known that I have nothing to do with mafia. C'est quand même la dernière destination quand on a un mandat d'arrêt international à choisir Monaco. Asseyez-vous, madame, approchez, venez à la barre. Non, on ne peut pas dire que la justice à Monaco fonctionne exactement comme ailleurs. C'est une justice bananière. 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 Bonsoir, bienvenue à Monaco. Vous croyez peut-être tout connaître de cette principauté de 2 km² sur la Côte d'Azur. Eh bien, nous avons enquêté sur un aspect méconnu, le fonctionnement de la justice à Monaco. Une justice rendue au nom du prince, une justice volontiers sévère, notamment à l'égard des petits délits. Monaco tolérance zéro, la justice du prince, c'est un reportage d'Olivier Piguetti pour Piment Propre Production et Enquête Exclusive. Voici la face connue de Monaco. Le palais princier, le casino et les voitures de luxe. Un État réputé pour ses fêtes fastueuses qui attirent une clientèle haut de gamme. Et avec elle, une délinquance particulière qui donne du fil à retordre aux policiers. Ils doivent parfois embarquer manu militari des nantis qui se croient tout permis. Comme cet homme d'affaires qui s'est battu dans une discothèque. 100% défense à 100%. Parfait, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Je suis désolé. Vous avez raison. C'est quoi que ce soit, mais j'ai été menacé physiquement et verbalement. Moi, je suis avec ma femme. Désolé. On n'est pas là pour dire qu'est-ce qui a tort, qu'est-ce qui a raison. Venez avec moi, monsieur. Venez, mettez-vous sur le côté là. Moi, je ne pas. Monsieur, vous restez là. Vous restez là. Allez, c'est bon, la police, c'est pas vous, hein? D'accord? Alors vous reprenez votre place et merci beaucoup. Des nantis éméchés que les policiers doivent parfois remettre à leur place. Je n'ai jamais été dans une bagarre de ma vie, ok? De ma vie. Écoutez, je conduisais une Aston Martin, d'accord? J'ai fait du bruit une fois, j'étais derrière une voiture, j'ai fait du bruit en montant sur la place du casino. Vous m'avez arrêté, vous m'avez fait souffler, vous m'avez amené à la station, d'accord? Et je vous ai promis à tous que jamais plus je ne conduirai. J'ai pris une Mercedes 500 avec un chauffeur. C'est mon niveau de responsabilité. Oui, je suis rarement... Vous voyez ça? Le simple fait de parler, Mais non. c'est la preuve que vous êtes vraiment... Mais non, parce que c'est l'adrénaline. Je n'ai jamais été si menacé. Je suis à Monaco et j'ai été menacé. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Pas y croire. Pas y croire. Alors que l'homme arrive au commissariat, dans la salle de contrôle vidéo du second étage, le propriétaire d'une Bentley décapotable se fait menotter sans ménagement pour avoir refusé de se laisser contrôler. Des situations qui arrivent plus fréquemment qu'on ne le croit. Et comme dans tout commissariat, Monaco dispose de sa cellule de dégrisement. C'est ici, pour les interpeller, que les atterrissages sont difficiles. Moi, je vous dis, c'est fini. Monaco, je m'en vais. Parce que c'est un truc, j'ai été attaqué, ok? Moi, je suis vraiment d'une innocence. Je ne peux pas y croire. Bah, écoutez, vous expliquerez ça donc. Absolument. Est-ce que je peux vous demander une chose? Est-ce que je peux voir ma femme? Une dernière fois, je peux voir ma femme. Est-ce que vous voulez boire un verre d'eau? Voilà. Avec un immense plaisir. Votre femme a été entendue par les inspecteurs pour savoir la situation s'est passée. Une fois qu'elle est redescendue, on verra avec l'inspecteur si vous pouvez la voir. Il n'y a pas de souci, bien sûr, vous allez voir votre femme.
l'homme n'emmène pas large, car le prochain arrêt, c'est le tribunal. Et à Monaco, la justice du prince ne badine pas avec les fauteurs de troubles. Nous sommes en octobre dernier et les 25 magistrats du Rocher font leur rentrée solennelle. La moitié d'entre eux sont français. Des postes très convoités car les salaires sont supérieurs de 30% à ceux pratiqués en France. Mais en contrepartie, le prince exige une poigne de fer. La principauté ne connaît pas la séparation de l'Église et de l'État. Alors c'est l'évêque qui va bénir, comme chaque année, l'ensemble du corps judiciaire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. J'invite les croyants à la prière afin que l'Esprit de Dieu éclaire tout au long de l'année les travaux du corps judiciaire de notre principauté. Mais en dehors de cette bénédiction, les juges s'appuient sur un code pénal très proche de celui de la France, à quelques exceptions près. Les salles d'audience, avec leurs candélabres et leurs crucifix, ressemblent presque à des chapelles. Une ambiance particulière qui amuse jusqu'aux jeunes magistrats du tribunal. Et en quelques mois de pratique, cette nouvelle génération a déjà des anecdotes sur les réactions provoquées par les croix dans les prétoires. Alors il arrive que des prévenus jurent sur la tête de Dieu et de Jésus-Christ en montrant le crucifix au mur en disant « je vous jure que je n'ai pas commis cette infraction ». Alors est-ce que le tribunal en tient compte ou pas? Je ne sais pas, à mon avis non, mais bon, c'est... Moi j'ai déjà vu une audience correctionnelle où une dame était appelée en tant que victime, une vieille dame, et lorsqu'elle a été invitée à s'approcher de la barre, elle a fait une génuflexion, elle a fait le signe de croix. La croix dans les salles d'audience, un symbole hérité des traditions de la principauté, mais qui n'a pas d'influence sur les jugements. C'est une justice laïque, tout à fait, bien sûr. Il n'y a aucune, dans les décisions de justice, aucune espèce de référence à la religion catholique. Pourtant, il y a une croix derrière vous. Il y a une croix comme il y en existe dans d'autres palais de justice, ailleurs qu'ici. Mais ça ne vous choque pas? Au départ, ça surprend. Ça surprend, effectivement. Ça ne me choque pas parce qu'on finit par disons, oublier la présence des crucifix. Mais je reconnais que pour ceux qui pénètrent dans une salle d'audience, ça peut poser un problème. Des magistrats laïques, mais qui se caractérisent par une sévérité de tous les instants. Pas de cadeau avec Catherine Mabru, une magistrate française, désormais vice-présidente de la Cour d'appel. Ou encore Jérôme Ars, procureur chargé d'appliquer la politique pénale voulue par le prince. Une sévérité qui rend la tâche de maître Franck Michel, avocat monégasque, encore plus difficile. Une sévérité qui commence sur le terrain avec les 500 policiers, comme Philippe Bianciotto, agent à la sûreté publique. Alors au nom de la sécurité, l'influence du prince va-t-elle jusqu'à remettre en cause l'indépendance des magistrats? Une chose est sûre, la justice à Monaco n'est pas rendue comme ailleurs. La justice ici fonctionne comme n'importe où, ou est-ce qu'elle est plus faillible ou... Elle fonctionne, qu'on peut dire, comme partout, non, sauf qu'il y a une particularité. Monaco, c'est tout petit. Il y a des connaissances, il y a des relations. Non, on ne peut pas dire que la justice à Monaco fonctionne exactement comme ailleurs. Non. Non. Je crois que les défauts de notre justice sont les défauts de la justice pénale française d'une façon générale. Déficit au niveau des droits de la défense, manque de contradictoire. Beaucoup de choses dont on s'est plaint en France très récemment, à l'occasion de l'affaire d'Outreau. On souffre exactement des mêmes défauts, peut-être un peu amplifiés parce que nos textes sont plus anciens. C'est scandaleux, scandaleux. Mais d'autres avocats sont beaucoup plus vindicatifs. Scandaleux, et c'est pas fini. Parce qu'on se moque de nous, et on se moque du justiciable. Le but, c'est d'étouffer toutes les pressions qui ont été faites sur ce palais de justice. C'est une justice bananière. 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 Au gouvernement, on commence à s'inquiéter de cette réputation plutôt controversée de la justice monégasque. Comment se fait-il qu'il y ait une réputation d'opacité ici? Je pense qu'effectivement, c'est plutôt dû au fait que nous n'avons pas probablement communiqué assez bien, ou pas du tout, sur l'activité judiciaire et policière de Monaco.
Et par discrétion, peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'affronter les médias. C'est plutôt les médias qui affrontent la principauté que le contraire, donc on ne fait pas face. Alors, procédure opaque, magistrat sous influence, qu'en est-il vraiment de la justice du prince? Notre enquête va nous entraîner de surprise en surprise. À l'origine de la sévérité de la justice monégasque, une image de marque de la principauté qu'il faut à tout prix sauvegarder. On peut voir actuellement, on a une recrudescence de tags. Ce matin-là, une patrouille repère des graffitis. Découvrir un tag sur le panneau de stationnement réservé aux emplacements handicapés. Là. On a dit cela concernant les tags, là, c'est des tags, des graffitis insultants envers la famille. Et la première image qu'il faut protéger, c'est celle de la famille princière. Des insultants. Un négatif, apparemment un S, un 2 et un K. Vous intervenez vraiment sur le moindre détail. Hein. Ah oui. Tout ce qui est détail, tout ce qui est petit, tout ce qui est tout pour Monaco. Le moindre détail. Pour éviter les grosses recrudescences, le gros vandalisme, tout ce qui peut être nuisible à Monaco. Un accident grave ou un vol trop médiatique, et c'est toute l'image de la principauté qui en souffre. Alors les consignes sont strictes, la police ne laisse rien passer. L'agent Philippe Bianciotto n'est pas du genre à se laisser attendrir. Messieurs, bonsoir. Vous n'avez pas de casque? Carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas une petite tolérance quand même Absolument pas. Question ça, on n'en a jamais, donc on ne tolère pas. Particularité de Monaco, les contraventions se paient cash, et tout de suite. Cela évite les mauvais payeurs dans un pays où les gens sont avant tout de passage. 22,50 €, on va encaisser immédiatement. Pour la monnaie. Prenez le 2 roues, vous allez faire de la monnaie, vous revenez. Mais ici, quand les contrevenants ont de l'argent, c'est souvent en grosse coupure. Donc je vous prépare le reçu. Voilà, messieurs, bonne soirée. Par contre, ici t'as quitté la contravention, mais ça n'empêche pas de continuer le voyage à pied. Hein. D'accord? Monaco tire une partie de sa fortune de la riche clientèle qui y réside ou qui vient s'y amuser. Pour le conserver, le sentiment de sécurité est traité comme une affaire d'État. La moindre alerte mobilise des policiers choyés en matériel comme en salaire. Ils sont payés 30% de plus que leurs collègues français. Et sur un territoire qui fait moins de 3 km², chaque intervention prend moins de 5 minutes. Un des endroits sensibles, la gare. Mal dit, le 2 sur place dans la galerie. Bien reçu, le 2. C'est celui-là. Transmettez, Charlie 11. Donc à l'entrée de la galerie, nous avons le bouton poussoir, le premier sur la gauche, qui a été actionné. Hein. Donc je vous confirme, personne sur place. Fausse alerte. Fausse alerte, bien. Comme souvent. Comme à chaque fois, a failli dire le policier, car Monaco est cadenassé comme un coffre-fort. La ville-État est scrutée de partout. Elle détient le record mondial du nombre de caméras au kilomètre carré. Mieux encore, les plaques d'immatriculation sont flashées à l'entrée de la ville et partent directement dans les ordinateurs de la police. La police qui sanctionne le moindre trouble à l'ordre public. De Québec, vous êtes à la recherche d'une Aston Martin orange, vous confirmez? Monsieur, bonsoir. Vous êtes au courant quand même que votre voiture gêne? Bon, il faudra un peu nettoyer la voiture. Il faudra nettoyer la voiture. Il vous arrive de les mettre sur des Ferrari ou des Lamborghini? Les pneus sont trop larges. Là, dans ce cas-là, c'est la fourrière. La Ferrari ne gêne pas, pourvu qu'elle soit bien garée. Et les dragueurs sont les bienvenus, pourvu qu'ils ne soient pas trop insistants. 2 jeunes filles qui sont venues se plaindre aux fonctions de police qui étaient sur place. Il y a un jeune homme qui les suivait, tout simplement. Qui les suivait? Voilà, il a été contrôlé, RS, terminé. Vous intervenez pour ce genre de choses? Ben, quand nous sommes requis, oui. On n'a plus le droit de draguer les filles ici. Ça, chacun voit. Discrètement, disons. Ce qui est nuisible à l'image de la ville, la police le sanctionne ou le contrôle.
La prostitution fait partie de cette deuxième option. Toutes les prostituées doivent obligatoirement se déclarer sur les registres de la police, sous peine d'expulsion. Donc on vous a un peu expliqué pourquoi on vous faisait venir. Quand on s'est rencontrés là il y a quelques jours, donc vous nous avez dit que vous aviez l'intention de vous prostituer ici en principauté. Quelle personne vous a donné l'idée de venir vous prostituer ici à Monaco? Comment ça s'est passé? Non, j'ai un ami qui connaît Monaco. Elle a dit que c'était bien, pourquoi il y a beaucoup d'argent et beaucoup des hommes qui... D'accord. Ça vous rapporte combien par jour, on va dire, de travail ici sur Monaco? C'est 1 000 euros. 1 000 euros? Par client, combien vous demandez? Ça. Ah, ça c'est un client. Un client. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la police dans votre pays ou dans un autre pays? Non, de problème avec la justice non plus, rien? Non, jamais. D'accord. Vous avez des problèmes de toxicomanie? Est-ce que vous consommez une drogue quelconque? Non. Vous êtes régulièrement suivi par un médecin pour femmes? Gynécologue. Voilà, gynécologue. Hein. Vous avez des maladies sexuellement transmissibles? D'accord. Au niveau du test pour le sida, vous le faites régulièrement? Oui, oui, oui. Vous pouvez vous prostituer. En revanche, ce que nous ne voulons pas, c'est que vous troubliez l'ordre public, que vous cherchiez aux clients dans la rue, le long d'une rue, en marchant, en allant, en venant. À Monaco, ça c'est interdit. On ne veut pas que vous soyez habillés de façon trop provocante. Ce qu'on désire particulièrement, et c'est une obligation légale également, c'est que chaque fois que vous amenez un client à l'hôtel, vous vous inscrivez sur les fiches d'hôtel. À Monaco, c'est obligatoire. Il nous faut une inscription avec une pièce d'identité, la vôtre, celle du client. Vous vous inscrivez et vous montez ensuite en chambre. Obligatoire. D'accord ? Au moindre problème, on pourra demander au gouvernement de vous interdire de la principauté. C'est clair, il y a des choses que vous ne comprenez pas? Non, c'est bien. Moi, j'ai tout compris. Et en raccompagnant la jeune femme, un petit mot pour dire qu'ici, on aime bien être renseigné. Vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit comme problème que vous rencontrez avec quelqu'un, homme ou femme, quoi que ce soit, tout ce qui vous semble illégal ou même n'importe quelle question, on est là pour ça. D'accord ? L'efficacité de la police s'appuie sur un réseau d'informateurs très étendu qui va de l'employé de la voirie au concierge d'hôtel. Et tout comme les prostituées, les visiteurs sont eux aussi scrupuleusement répertoriés grâce aux fameuses fiches hôtels. Ces fiches partent tous les jours des hôtels et atterrissent sur les ordinateurs de la police. Elles sont aussitôt comparées à la banque de données d'Interpol. Là, pour le mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, on a eu à peu près 26 000 fiches qui sont passées. Donc ces 26 000 fiches ont donc fait l'objet par ce système de contrôle du fichier central, justement pour voir s'il n'y avait pas de personnes qui étaient recherchées. Tout le monde est fiché ici? Non, absolument pas. En fait, la sécurité de la principauté passe également par les clients des hôtels, tout simplement. À savoir que si certains se croient à l'abri en venant passer quelques jours de vacances en principauté, eh bien, ils ne sont pas à l'abri s'ils sont recherchés, bien entendu, par d'autres pays. Je ne sais pas si on vous l'a précisé, mais 80% des mandats qui sont exécutés, notamment au travers de ces fiches hôtels, ce sont pour les infractions financières. Donc vous voyez que, notamment pour les infractions financières, les personnes sont arrêtées en principauté et après font l'objet d'une extradition. Même les établissements de nuit sont surveillés de très près avec la collaboration de tout le personnel. Alors ici l'objectif, c'est contrôle stupéfiant mineur. Donc on fait plusieurs passages au cours de la nuit de façon tout à fait hasardeuse. On vérifie, de temps en temps il y a un agent qui reste beaucoup plus longtemps et qui utilise le système de vidéosurveillance. Dans cette discothèque, pas moins de 26 caméras filment en permanence la piste de danse. Je pense qu'à Monaco, les gens pensent que la sécurité est tellement bien au point et tout ça, que les gens, même dans la discothèque, ils posent leur sac à main Vuitton sur la banquette et vont danser. Et après, on s'étonne que des fois, ils disparaissent.
disparaissent. Souvent, c'est la sécurité du carrément qui récupère pour le mettre au vestiaire. Mais ils ne sont pas surpris. Quand il y a un sac volé, presque ils vont voir au vestiaire si on ne leur a pas mis. Alors qu'il peut y avoir des vols. Quand vous avez des endroits où il y a plus de 1000 personnes, il peut y avoir des vols. Il y a des gens qui ont des Porsche et des Ferrari, ils restent devant le bureau de tabac avec les clés sur le moteur, sur le contact et le moteur allumé. La justice est très sévère derrière. Moi j'ai eu des exemples chez nous carrément où pour une affaire qui était un verre jeté sur une personne, la personne a pris 3 mois ferme. 3 mois pour un verre Un verre jeté volontairement sur une autre personne. Voilà, 3 mois ferme. Prenez l'embout. La sévérité des policiers est amplement relayée par les magistrats. Un simple contrôle d'alcoolémie peut se terminer en prison. Vous êtes arrêté, monsieur. Vous êtes arrêté, vous avez repris. De toutes les manières, sachez une chose, si on n'a pas le résultat ici, vous présentez tous les signes de l'ivresse, une prise de sang, c'est vite fait. Hein. Allez-y. Ne vous arrêtez plus là. Bon, ok. Il est 3h45, c'est positif. Allez-y, rentrez. L'interpellé, un Français, ne se doute pas de ce qu'il attend. Comme ça, je lui fais la fiche là direct. Combien il a? Il a 0,71. Bon. Donc multiplié par 2, ça fait 1,42 g. Et pour 1,42 g, c'est direction le tribunal. Des affaires comme celle-ci, il y en a toutes les semaines. Aujourd'hui, un homme comparaît pour un taux d'alcoolémie d'1,17 g, soit moins de 0,4 g au-dessus de la limite autorisée. L'accusé s'est déjà fait arrêter une fois pour la même raison. Jérôme Ars, le procureur, veut une peine exemplaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez la parole pour vos réquisitions, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Afin de sanctionner les faits reprochés à monsieur Roux, je vous propose de le condamner à une peine de 7 jours d'emprisonnement ferme. Vous avez bien entendu, 7 jours de prison ferme. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable du délit qui vous était reproché et en répression, vous condamnez la peine de 5 jours d'emprisonnement ferme. Voilà. Une personne qui est interpellée avec un taux d'1 milligramme par litre d'air expiré ou 2 grammes d'alcool dans le sang fait l'objet, dans beaucoup de tribunaux en France, d'une mesure confiée à un délégué du procureur. C'est-à-dire que la personne ne comparaîtra même pas devant le tribunal correctionnel, alors qu'à Monaco, pour le même taux, vous comparaissez dans le box des détenus et vous encourez une peine d'emprisonnement ferme. Et pour l'affaire suivante, 1 gramme de cocaïne trouvé sur cet homme, au casier vierge, les juges sont tout aussi sévères. Monaco, c'est un lieu très agréable, un lieu de villégiature, un lieu où l'on fait la fête, un lieu où on se détend. C'est un lieu où on profite aussi des sites paradisiaques. Mais à Monaco, les paradis artificiels, ils sont proscrits. Ce type d'agissement dans une principauté de quelques 30 000 habitants ne peut pas être admis. Ce n'est pas possible. La condamnation, parce qu'il y aura condamnation qui va intervenir, risque de lui poser un préjudice important, à savoir que sa carte de résident risque de lui être retirée. L'infraction qui a été commise est une infraction grave que je vous demande de sanctionner à hauteur de 5 jours d'emprisonnement. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous condamne, vous déclare coupable des faits qui vous étaient reprochés et en répression vous condamne à la peine de 5 jours d'emprisonnement ferme et ordonne la confiscation des scellés. Des accidents dus à l'alcool ou à la drogue nuiraient trop à l'image de la principauté. Mais à l'autre bout de l'échelle, les mafieux, qui viennent ici dépenser l'argent sale, font tout autant tâche. Pour les interpeller, Monaco dispose aussi de son GIGN. Aujourd'hui, un gros bonnet de la mafia, suspecté par la police italienne, passe au tribunal. Cet homme est soupçonné d'appartenir aux hautes sphères de la 'ndrangheta, la mafia calabraise. L'accusé passe à huis clos devant la cour d'appel qui doit statuer sur son extradition. En 2008, 8 personnes ont été extradées vers des pays étrangers. Io sono chiaramente innocente del fatto di mafia perché sono stato assolto dal Tribunale di Reggio Calabria per il fatto di mafia, per cui non credo che ci siano grossi problemi. È una cosa che già si sa, è una cosa is well known that I have nothing to do with mafia. Après délibération, la Cour a décidé sans surprise de le livrer à l'Italie qui le réclame à grands cris. Monaco n'aime pas s'embarrasser d'autres trop encombrants. L'accusé s'est pourvu en cassation.
Parmi les 28 avocats monégasques, c'est Maître Michel qui défend la plupart de ces détenus de haute volée. C'est un spécialiste des gros dossiers d'extradition. À mon sens, c'est quand même la dernière destination quand on a un mandat d'arrêt international à choisir, Monaco. C'est la dernière destination à choisir. Hein. À mon sens, oui. À cause de l'efficacité du système de sécurité. Oui, ici, vous avez encore des fiches d'hôtel, vous avez une police qui est extrêmement concentrée. Hein. Il y a un très grand nombre de policiers au mètre carré, si j'ose dire. Donc c'est vrai que ça fait partie, je pense, des endroits dans lesquels le risque d'interpellation et d'extradition est le plus fort. Donc quand vous voyez des clients comme ça très importants, vous dites qu'un imbécile celui-là? Non, je dis pas ça, je dis qu'il n'est pas renseigné. Mais Monaco est victime de son succès. Elle attire aussi bien l'argent sale que les braqueurs en tout genre, comme ces 2 membres supposés des Pink Panthers qui sont arrêtés dans la principauté. Les Pink Panthers, c'est un groupe criminel des pays de l'Est qui frappe avec un culot inouï les bijouteries du monde entier. Ces hommes ont été repérés alors qu'ils faisaient le guet devant une joaillerie. Le genre de malfrat qui peut ruiner la réputation de la principauté. Ces hommes sont réclamés par la Suisse, le Liechtenstein, Dubaï. Ils passent eux aussi à huis clos devant les magistrats de la cour d'appel qui doivent statuer sur leur extradition. En France, des membres des Pink Panthers ont déjà monté une opération commando pour libérer l'un des leurs. Est-ce que ça vous paraît démesuré, les mesures de précaution qu'on prend pour vos clients? Oui. Mais le commissaire Trianon, dont les hommes ont arrêté les malfaiteurs, ne veut prendre aucun risque. C'est du très gros bonnet, il faut les intéresser en eux-mêmes de par leur passé pénal, et puis ils appartiennent surtout à une équipe nombreuse, aguerrie, de criminels transnationaux qui sont prêts à tout, ils l'ont déjà démontré, d'où l'intérêt d'être hyper vigilant. Et bien sûr, après délibération, la Cour a décidé de les extrader. Leur avocat a fait appel du jugement. Avec cette arrestation, les policiers estiment qu'ils ont évité le pire. Car s'il y a bien un domaine que la principauté veut préserver, ce sont les bijouteries. Les plus grandes marques mondiales sont représentées à Monaco et Catherine Mabru va aujourd'hui juger un vol de boucles d'oreilles pour une valeur de 2 500 €. Les bijoux qui disparaissent au sein de la principauté, c'est bien rare. Problème, l'accusé, un Italien aidé par une interprète, a été arrêté, mais n'avait aucun bijou sur lui. Il a néanmoins été condamné à 3 mois de prison ferme en première instance. Il se dit innocent. Alors que va décider la justice du prince? Je vais vous poser une question bête. Hein. Manifestement, vous avez indiqué que vous aviez 2 000 € de revenus. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'aviez pas d'activité professionnelle. Comment comptiez-vous pouvoir acheter des bijoux, même à 2 000 ou 2 500 €, dans une bijouterie de luxe d'un hôtel de luxe, alors que vous n'en avez pas les moyens? Il y a un moment, vous avez été filmé, hein, donc là on a extrait des photos. On voit qu'effectivement vous êtes seul à une table et qu'il y a des choses sur la table et que vous êtes seul, il n'y a personne. La dame n'est pas à côté de vous et que vous prenez quelque chose avec votre main gauche. Là, vous les connaissez ces photos, votre client les a vues. Alors là sur cette photo-là, entre vos doigts serrés, vous examinez minutieusement comme ça. C'est votre stylo que vous examinez alors? C'est un peu compliqué. Vous avez vu le geste que vous avez quand vous dites que vous examinez votre stylo? Vous avez vu le geste? Ça ressemble pas au geste d'un homme qui examine un stylo. Ça ressemble au geste de quelqu'un qui examine un bijou. Alors ensuite, vous êtes sorti de la bijouterie et là, la dame s'est aperçue que les 2 paires de boucles d'oreilles qui se trouvaient sur la table, d'après ce qu'elle dit, hein, avaient disparu. Donc elle a crié dans le couloir, on va l'entendre. Hein. Et puis là, quelqu'un vous a interpellé à l'entrée de l'hôtel, vous a fait revenir, mais on n'a rien trouvé sur vous. Vous n'étiez pas en possession effectivement des boucles d'oreilles, ça c'est certain. Bon, alors il y a eu une radio de l'abdomen qui a été faite à l'hôpital, mais on n'a rien trouvé non plus à l'intérieur de l'abdomen. Donc on n'a pas retrouvé les bijoux. Asseyez-vous, madame, approchez, venez à la barre. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Alors ce monsieur, il est entré demandant de lui montrer un paire de boucles d'oreilles que j'avais dans la vitrine.
Et quand je lui dis le prix, 5 000 €, il m'a dit non, je veux dépenser la moitié. Il a dit, payer, je veux payer. Il m'a fait comme ça. Après, il a dit, non, je veux donner les cash, je veux prendre les cash. Prendre de l'espèce, vous voulez dire? Oui, des espèces. L'espèce, excusez-moi. Hein. Et il est parti? Il est parti tout de suite. Il est parti tout de suite. Alors moi, je donnais un coup d'œil. J'avais encore le pendentif et tous les miens pendentifs là. Mais je me suis aperçue de la boucle d'oreille qui n'était plus là. Vol ou pas vol, personne ne sait. Alors le procureur, faute de preuves accablantes, va plutôt insister sur les antécédents de l'accusé. Des antécédents qui vont jouer contre lui. Je dirais tout d'abord que pour une personne donc, qui a comme profession employé de restauration donc, au chômage, si j'ai bien compris, il apparaît quand même que c'est une personne qui a été condamnée pour grivellerie, donc qui ne paie pas les notes d'hôtel, premier point. Et il est quand même étonnant, lorsqu'on regarde les objets qui ont été trouvés en sa possession, que l'intéressé, donc au chômage, donc sans ressources, disposait d'une montre Rolex, d'un stylo Montblanc, de 7 cartes bleues. Concernant le but et l'achat de ce bijou, il a varié. Dans un premier temps, c'est pour offrir un cadeau donc, à son épouse. Deuxième temps, c'est pour fêter un anniversaire. Troisième temps, c'est parce qu'en fait, il voulait offrir ce cadeau parce qu'il s'était disputé avec son épouse. On voit très bien sur la vidéo que s'il y a une disparition, c'est une disparition de 2 points noirs et non pas donc d'un stylo. Et le regard de l'intéressé, c'est bien le regard de l'intéressé qui regarde des boucles d'oreilles et non pas qui s'amuse avec son stylo Montblanc. Donc pour ma part, j'aurais été une peine en l'espèce sur ces faits de vol, une peine de 6 mois d'emprisonnement. Mais l'avocat de la défense, Maître Campana, est très remonté. Pas de témoins, pas de preuves, donc pas de condamnation possible. Et les caméras, dont Monaco est truffé, ont été prises en défaut. Monaco, en tant que capitale de la vidéosurveillance, a une responsabilité. C'est celle d'éviter toutes les dérives. C'est celle d'éviter que sur la base de clichés photographiques aussi médiocres, où on fait des déductions, où on fait des hypothèses, on puisse condamner quelqu'un. Sur ces clichés vidéo, il faut se poser une question. Est-ce que l'on voit M. Molone en train de se saisir de 2 paires de boucles d'oreilles ou d'une paire de boucles d'oreilles? Est-ce qu'on le voit? C'est là la question. Moi, très honnêtement, je ne le vois pas. M. Molone est soi-disant pris les mains dans le sac. Donc on doit retrouver les boucles d'oreilles sur lui. Dans sa poche, je ne sais pas, dissimulé quelque part. On ne les retrouve pas sur lui, on ne les retrouve pas en lui, puisqu'on a fait une radio de l'abdomen. Et en plus, après, on a visionné les caméras de surveillance du hall de l'hôtel. Et sur ces caméras de vidéosurveillance, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Selon les officiers de police, M. Molone ne tient rien dans ses mains et ne jette rien au sol. Il passe à proximité d'une poubelle et il ne semble pas se débarrasser d'un objet. C'est pourquoi, Madame le Président, messieurs de la Cour, je demanderai que vous infirmiez le jugement du tribunal correctionnel et que vous relaxiez M. Molone. Mais le procureur a su convaincre la Cour. À Monaco, un Italien au chômage est déjà condamné, ne semble pas profiter du bénéfice du doute. Sa condamnation à 3 mois ferme est confirmée. On peut avoir ici une impression de plus grande sévérité parce que les faits sont plus poursuivis et l'exigence de sécurité est plus grande. Comme souvent dans les petites villes ou villes de moyenne importance, y compris en France. Et effectivement, en plus, on n'a pas beaucoup de choix de peine. Le registre des peines n'est pas extrêmement étendu. C'est bien qu'on passe très vite du sursis à la peine ferme. Donc on prononce sûrement plus de peines fermes. Là où en France, on continuerait à mettre des sursis avec mise à l'épreuve. Peut-être dans un but dissuasif. Le condamné ira purger sa peine dans un des lieux les plus secrets du Rocher, la maison d'arrêt. Est-elle aussi sévère que la justice? La prison donne sur la mer, sous le musée océanographique. Elle domine une petite plage et de ses remparts, la vue est particulièrement séduisante. Mais l'intérieur est-il aussi soigné que l'extérieur? Une chose est sûre, le directeur, M. Zabaldano, en est très fier. Vous savez combien de détenus ici? Ça varie, nous avons en moyenne actuellement, nous tournons à 30 détenus.
30 détenus pour une capacité de combien? Pour une capacité de 81 personnes. La surpopulation dans la prison de Monaco, on ne connaît pas. Nous sommes donc dans le quartier des femmes. Une des choses que je tiens particulièrement, c'est l'hygiène. Il faut que les locaux soient très propres. Voilà, ça c'est une cellule qui est prête à recevoir une personne. C'est la cellule pour les femmes. Donc elles sont toutes pareilles. Télévision, frigidaire, bouilloire. La télévision est gratuite, le frigo est gratuit et la bouilloire est gratuite. Donc si la personne est indigente, elle a également le droit de voir la télévision et elle a le droit d'avoir un frigidaire. Chaque cellule est dotée d'une toilette, avec une petite porte, voilà. Et il y a des douches, si vous voulez me suivre. Les gens ont la possibilité de prendre 2 douches par jour, dont une douche est obligatoire. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. C'est du luxe dans le domaine carcéral. C'est peut-être du luxe dans le domaine carcéral, mais en principauté de Monaco, comme je vous le disais, il faut que la maison d'arrêt de Monaco soit à l'image de la principauté. Nous allons maintenant pénétrer dans le quartier majeur supérieur, hommes. Encore une fois, comme vous pouvez voir et entendre, il n'y a pas de bruit, tout est calme. Les murs ne sont pas tagués, tout est propre. Seuls les détenus monégasques restent ici le temps de leur peine. Tous les autres, français ou étrangers, font leur détention en France si leur condamnation est de plus de 6 mois. C'est bon? Voici donc une cellule quartier homme. Vous voyez qu'elles sont quand même assez spacieuses. C'est prévu pour maximum 3 personnes. Et voilà les fenêtres avec la vue mer. Si vous voulez venir vous rendre compte, ce n'est pas un 4 étoiles. Ils n'ont pas une vue mer avec des grandes fenêtres. Alors, il y a l'air conditionné, comme dans toutes les cellules, comme dans le quartier femmes, air conditionné, télévision, frigidaire. Alors, l'air conditionné, là aussi, on va dire que c'est un luxe. Ce n'est absolument pas un luxe, pour 2 raisons. Première des raisons pour les détenus, qui sont là 24 heures sur 24, en plein été et en plein mois d'août, nous avons des températures à l'intérieur qui oscillaient entre 35 et 39 degrés, avec 90% d'humidité. Mais il ne faut pas oublier également que nous avons des surveillants qui travaillent à l'intérieur. Nous avons la bibliothèque avec entre 4 et 5 000 ouvrages dans toutes les langues, français, anglais, italien, allemand, russe, toutes les langues possibles. Nous avons également sur cet étage une petite chapelle. Nous avons un prêtre qui vient tous les vendredis et tous les samedis pour célébrer la messe. Et le 24 décembre à 11h, Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco, vient en personne célébrer la messe pour les détenus, la messe de Noël. Alors, nous arrivons maintenant dans l'infirmerie. Claudie, notre infirmière, où nous avons un siège pour un dentiste, puisque dans la mesure du possible, nous essayons de sortir le moins possible les détenus. Alors ça, c'est vraiment du luxe, hein. Je pense pas. Je crois que si vous allez dans d'autres maisons d'arrêt, madame a travaillé dans une maison d'arrêt à Avignon. Je pense qu'à Avignon, il y a aussi une infirmerie avec des médecins. Oui, non, mais pas avec... Pas avec... non, c'est vrai, pas avec le fauteuil du dentiste. Alors, est-ce que c'est du luxe pour vous? Pour moi, non. C'est normal. C'est normal. On soigne les gens que nous avons ici. Si le directeur dit non, vous dites non, c'est pas. Nous arrivons dans le gymnase. Alors, c'est un très grand gymnase. Depuis 2003, les détenus sont seuls dans ce gymnase, surveillés par caméra bien sûr, mais il n'y a pas la présence de l'homme en bleu, de l'homme habillé en bleu. C'est un petit moment où ils se retrouvent entre eux, et depuis 2003, nous n'avons jamais eu de problème. Nous avons donc une courte promenade à l'air libre, grillagée, et les détenus ont la possibilité de faire 2 promenades par jour, une le matin d'1 heure et une l'après-midi d'1 heure. Ces promenades sont obligatoires. Voilà, les cuisines. Donc nous avons 3 cuisiniers professionnels qui préparent la nourriture pour les détenus. Ici, donc, c'est la cuisine. Les plats sont confectionnés le jour même. Ce ne sont pas des plats qui sont congelés. Tout est fait un jour même. Entrée, dessert. Comme je vous disais tout à l'heure, nous faisons attention au repas pour les musulmans.
pour les personnes malades, les personnes au régime sans sel, etc., etc. Donc ce sont des bons petits plats. On vous l'envie, cette prison, non? Je ne sais pas si on me l'envie. Moi, j'espère qu'on me l'envie. Il faut qu'à la fin de leur peine, ces gens n'aient pas envie de recommencer. Et je pense que pour ne pas en faire des bêtes, pour ne pas en faire des fauves, il faut les traiter avec beaucoup d'humanité. Sans oublier ce qu'ils ont fait, certes, mais il faut les traiter avec beaucoup d'humanité. C'est ce que nous faisons ici en Principauté. Une prison propre, mais austère, des magistrats particulièrement sévères. La justice du prince veille avant tout à l'image du rocher. Or justement, aujourd'hui, elle doit prendre une décision dans une affaire hautement sensible qui met en cause des policiers ripoux. Ceux-là même chargés d'être irréprochables. Comment va-t-elle se comporter? En 2005, Patrick Bosso et son complice Lorenzo Gertaldi sont suspectés d'avoir détourné l'argent des PV. Ils ont été condamnés en première instance à 15 mois de prison avec sursis. C'est vrai que quand on voit vos périodes de congé, vos périodes de retour, on s'aperçoit effectivement qu'il y a plus d'erreurs quand vous êtes ensemble. Monsieur Bosso, qu'avez-vous à dire? Je ne sais pas quoi dire, Madame la Présidente. Moi, j'ai pu constater, d'après les tableaux avec mon avocat, que même quand j'étais pas là, il y avait quand même des erreurs qui m'étaient imputées. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'excluez pas le fait que des espèces aient pu disparaître. Bon, d'accord. Alors que monsieur Gertaldi le conteste. Donc, monsieur Gertaldi, oui, madame. Je vous pose la question franchement, puisque après c'est vous qui avez accès à ces documents une fois que lui les donne. Avez-vous imité la signature de monsieur Bosso? Si vous avez imité la signature de monsieur Bosso, dites-le. Si vous avez pris de l'argent dans la caisse de la police, dites-le, quoi. C'est aussi bien de dire les choses, hein. Non, ni l'un ni l'autre, madame la présidente. Ni l'un ni l'autre. Une sombre affaire de signature imitée, de manipulations informatiques dont le préjudice n'est pas énorme, 7 000 €. Mais il est catastrophique pour la réputation de la police. Voilà. Là, il n'y a pas de rectification, il n'y a pas de rajout, il n'y a rien. Je veux bien être accusé, mais là, ça va trop. Je veux bien qu'on nous accuse, mais il y a des fois où il faut pas être... Parce que les PV qui ont disparu à Saint-Béga à 300 €, il n'y a personne qui en parle. Les PV qui ont disparu à 300 €. Et l'argent, il est où? Il est où cet argent? Les espèces, elles sont passées où, puisqu'elles ne sont pas enregistrées? Elles sont où, ces espèces, monsieur? On peut penser que l'argent, vous l'avez gardé pour payer vos cigarettes. C'est pas des sommes énormes. Pour payer un pot avec des copains, c'est pas des sommes énormes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est finalement, la totalité porte combien? Sur 7 000 €, c'est pas... Les sommes sont pas élevées. C'est le principe qui est choquant, s'agissant d'un service de police. C'est pas le... Hein? Ça fait une grosse somme, 7 000 €. Bon, alors, vous pouvez vous asseoir, messieurs. On va entendre monsieur le procureur général... Pour le procureur général, ce n'est pas tant la somme détournée qui est condamnable que la qualité des suspects. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des fonctionnaires de police qui ont commis ces détournements. Donc au regard de la gravité des faits, au regard de la personnalité des deux prévenus, la sanction de 15 mois d'emprisonnement qui a été prononcée me paraît devoir être confirmée. 15 mois assortis de sursis, bien évidemment. 15 mois avec sursis, c'est la peine en première instance. Le fait qu'il soit policier va-t-il faire pencher la Cour vers plus de sévérité ou plus de clémence? Autrement dit, le prince ou le gouvernement vont-ils intervenir dans le dossier? Est-ce que vous avez déjà subi des pressions? Alors ça c'est une question évidemment à laquelle vraiment, j'ai pas envie de répondre. Parce que si je vous dis non, ce qui est la pure vérité, personne ne le croira. Ceux qui auront envie de croire qu'on en subit le diront. Donc voilà, c'est une raison à laquelle je n'ai pas envie de répondre. Je n'ai personnellement jamais subi de pression. Et je pense que si j'en subissais, ceux qui me connaissent savent que ou bien je ne serais plus là, ou bien ça aurait eu l'effet exactement inverse. Alors voilà. Lorsque je suis arrivé, je n'avais absolument aucune idée préconçue. Ni envie, ni doute, j'avais absolument aucune idée préconçue sur la façon dont on pouvait travailler à Monaco dans l'institution judiciaire. Beaucoup de gens s'imaginent que les magistrats qui sont installés à Monaco prêtent serment d'allégeance et donc d'accepter toutes les instructions qui seraient données, surtout celles venant de l'autorité supérieure, suprême, à savoir du prince. Je crois pouvoir dire, un an d'ancienneté maintenant, je crois pouvoir dire qu'à Monaco, comme en France, la justice s'exerce de manière indépendante et que l'indépendance, c'est avant tout un état d'esprit. L'image de la police, c'est le cadet des soucis de Maître Michel. Il veut sauver son client.
en dénonçant le désordre qui régnait au commissariat. Il a toujours dit, et depuis le premier jour, je n'ai jamais détourné 1 euro à mon profit personnel. Je suis un fonctionnaire de police assermenté, j'ai derrière moi une carrière sans tâche et je suis un homme honnête. Si on a un tiroir-caisse avec des espèces qui ferme à clé et où il y a une personne qui a la clé, pas 2. Si on était dans le cadre du fonctionnement d'un service de ce type, qu'on vienne me dire « votre client est coupable parce qu'il était le seul qui avait la clé, parce qu'il était le seul qui pouvait avoir accès à l'ordinateur, parce qu'il était le seul qui faisait des perceptions », je dirais c'est un raisonnement qui est incontestable. Mais ce que nous savons sur le fonctionnement de ce fameux service en 2005-2006, et c'est incontestable parce que l'ordonnance de renvoi le relève et parce que les témoins l'ont confirmé, c'est qu'on est très loin, mais alors là très loin, d'un fonctionnement orthodoxe. Tout le monde pouvait accéder à l'ordinateur de tout le monde pour aucune opération. On ne peut vous dire aujourd'hui, ah mais là c'est certain, c'est Bosso. Et pour défendre son client, Maître Michel va charger Lorenzo Gertaldi. L'hypothèse la plus logique, parce que, monsieur le procureur général, vous avez tout à l'heure tenu un raisonnement que je ne peux pas accepter, parce qu'il n'est que partiellement exact. Vous avez dit, si Bosso est coupable, Gertaldi est son complice, parce que Gertaldi contrôlait Bosso, et vous avez parfaitement raison. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement inverse. Si c'est Gertaldi qui est coupable, Bosso n'avait pas à être son complice. Il n'avait pas besoin de Bosso, quel que soit le mode opératoire. À la fin, ça se retrouve dans les mains de Lorenzo Gertaldi. Toujours. Si c'est vous qui avez fait ça, il faut quand même que vous soyez conscient que lui a été condamné injustement. La défense de Maître Michel n'est pas forcément du goût de Maître Carrasco. Je trouve ça déplacé. Pour sauver celui-ci, enfoncer la tête de celui-là, ce sont des procédés inadmissibles. Ils étaient amis qui se défendent, mais quel intérêt d'accuser celui-là? C'est une affaire qui est lamentable. Ce que je peux vous dire, évidemment, c'est ma conviction. Monsieur Gertaldi est totalement innocent. On a réduit cette affaire à 2 personnes, alors qu'ils étaient 7. Celui-ci, c'est un zombie, entre guillemets. Il est sous traitement, enfin, on le voit bien, il est dans un état second. Il est incapable de répondre intelligemment aux questions. Et en tout cas, il est incapable de se défendre. Alors, il est facile de l'accuser. Alors, au cours de l'instruction, je peux en attester. On n'a pas instruit à charge et à décharge. Il n'y avait qu'un seul but. Je ne parle que pour M. Gertaldi. Il fallait démontrer que celui-ci était coupable. Et tout a été bon. Qu'on accuse un innocent, c'est déjà grave. Mais que l'on refuse à cet innocent de pouvoir se défendre, alors là, c'est inadmissible. Mais le dossier est tellement sensible que la Cour n'a pas statué tout de suite et a ordonné de nouvelles expertises. Verdict au mois de juin. Depuis la révélation des détournements, les services de la police ont totalement repensé leur système de perception des contraventions. Si la chaîne judiciaire est aussi implacable à Monaco, c'est aussi parce que ce petit État n'est pas facile à protéger. Là, on est en France. Là, nous retournons ici à Monaco. Voilà. À une marque qui ici, est au le passage piéton, c'est Monaco. Monaco. Voilà. Et là aussi, donc le tunnel. Tunnel, vous êtes à Monaco. À Monaco. Ici, là, nous sommes en France. Ici, on est en France, voilà. Donc c'est la limite de vos possibilités d'intervention. Sauf en cas de flagrant délit ou de crime. Où on a le droit de. Crime flagrant, on a le droit de poursuite. Dans les communes limitrophes, il n'y a que 4 communes qui sont. On n'a pas le droit de poursuite à Nice. On doit s'arrêter avant. Maintenant, la moitié de la route, vous êtes à Monaco. Et cet immeuble à gauche est à Monaco. Donc là, toujours au Monaco, regardez les numéros. Le 24, le 22. Et on va vous montrer en France. Regardez en France. Voilà, là c'est la France. Les numéros comme est inscrit. Et maintenant, le numéro 18 est français. Et là, on passe en France. Donc il faut trouver la bonne frontière. Là, on est en France des deux côtés. Donc là, on revient sur le numéro 6 qui est français. Et là, le numéro 4. Et là, le 4, on revient sur Monaco. Et c'est à l'occasion des matchs de foot que la situation est la plus difficile à gérer.
Et c'est à l'occasion des matchs de foot que la situation est la plus difficile à gérer. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Nice qui s'est déplacée à Monaco pour un match du championnat de France. C'est une des particularités des matchs de football à Monaco. On se trouve en limite de zone frontalière. On est d'un côté, à ma droite, on est en France et à ma gauche, on est à Monaco. C'est-à-dire là, par exemple C'est-à-dire que c'est la haie qui est devant moi, qui fait figure de frontière entre les deux pays. On attend 17 000 supporters, des Niçois en majorité. Un public agité et la rencontre d'aujourd'hui est considérée comme un match à risque. Côté niçois, les tribunes sont pleines à craquer. De l'autre côté, les tribunes monégasques peinent à faire le plein. Pour l'occasion, 150 CRS français ont été appelés à la rescousse. La principauté paye au prix fort ce recours aux forces de l'ordre françaises. Une cinquantaine de caméras filment les moindres recoins du stade. Au PC de contrôle, on s'inquiète de quelques supporters un peu agités. Il y a une bousculade dans les tribunes. L'homme qui a provoqué la bagarre est aussitôt arrêté. Arrête de bouger. On le ramène au poste de police, on lui fait un petit contrôle d'identité, on l'invite à retrouver un peu de sérénité et puis il partira après. À la fin du match, les supporters sont escortés jusqu'à la gare SNCF. Nice a gagné 3-0, l'atmosphère est à la fête. La principauté n'est pas prête à relâcher sa garde. Avec son quadrillage policier et son système judiciaire, elle a réussi à stabiliser sa délinquance à des niveaux extrêmement faibles et à protéger une des valeurs qui a fait sa fortune, la tranquillité. C'est calme, hein ? Nous poursuivons notre enquête sur Monaco. On y rend la justice d'une manière particulière, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel le prince de Monaco marque sa différence. Une différence qui a permis à ce rocher plus petit qu'un arrondissement de Paris d'attirer les milliardaires du monde entier. Vous allez découvrir à quel point le prince favorise ses sujets. Les citoyens monégasques jouissent d'incroyables privilèges. Si le prince réside dans ce palais, la vie de la principauté est gérée par 5 ministres conseillers. Franck Biancheri est en charge des affaires extérieures et du commerce. Pour lui, la sécurité et la discrétion des banques monégasques sont des atouts majeurs pour attirer de riches résidents et leurs capitaux. Ça contribue à nos particularismes, on tient à la sécurité, au calme et au moins de nuisances possibles. Au-delà du secret bancaire, c'est ce qui fait votre réputation finalement. La stabilité politique, la qualité de vie, effectivement, et notre positionnement géographique sont des atouts importants. Monaco est ce qu'on appelle un paradis fiscal. Ici, c'est même une tradition. Au Moyen-Âge, quand la principauté a acquis son indépendance, elle exonérait déjà de taxes les nouveaux arrivants pour qu'ils viennent s'installer avec leurs richesses. On peut voir les frontières de l'État monégasque alors ? Comme vous le savez, il n'y a pas de frontières avec des douaniers qui sont implantés, puisque nous avons des accords avec la France. Nous avons
nous l'aimons à le dire, avec le pays ami et voisin, une communauté de destin. Mais il est très difficile d'imaginer la frontière, puisque parce qu'il n'y a, pas de borne. Il y a pas de, sur toutes les autres frontières, il y a des bornes. Il y a une borne. Il y a une borne blanche. Quand vous passez de Cap d'Aille à Monaco, ou de Beau-Soleil à Monaco, ou de Roquebrune à Monaco, vous avez là les 2 km² en face. Mais par exemple, au sommet là, de la montagne. C'est en France. C'est en France. Si vous voulez, le village là-bas, c'est. Ça, c'est Beau-Soleil. C'est Beau-Soleil et c'est en France. Plus en haut, la Turbie, c'est en France. D'accord. Vous voyez, c'est. Et là-bas, après le sport, le nouvel hôtel, Monte Carlo Bay, que vous voyez à côté du Sporting d'été, on est juste derrière, on est en France, il y a une borne. Et combien d'habitants en tout alors? Alors, Monaco, pour cela, est très particulier. Il y a 35 000 habitants. Dont 8 000 monégasques. Dont 8 000 monégasques, 45 000 actifs. Donc Monaco est une ville étonnante parce qu'il y a plus d'actifs que d'habitants, parce que chaque jour, il y a plus de 35 000 Français qui viennent quotidiennement travailler à Monaco. Pour faire tourner la machine monégasque à plein régime, la principauté a surtout besoin de main-d'œuvre. Chaque matin, c'est la cohue. Les Français envahissent la gare de Monaco. Monaco-Monte-Carlo, ici Monaco-Monte-Carlo. Nous venons d'Antibes. D'Antibes, et vous venez faire quoi à Monaco? On vient travailler. C'est l'une des originalités de la principauté. Il y a sur son territoire 4 fois plus d'étrangers que de monégasques. Pour devenir citoyen du Rocher à part entière, il faut en faire la demande au prince. C'est lui qui accorde les nationalités au compte-gouttes. Combien il y a de naturalisation par an aujourd'hui? Il y a à peu près 50 dossiers de naturalisation par an. Il y a 10 ou 15 ans, c'était une vingtaine ou 25, ça a doublé pratiquement. Il y a plus de candidats? Vos chiffres, il y a à peu près 500, 600 candidats. Et la première condition, c'est quoi? C'est être riche? La première condition, c'est de résider en principauté au moins pendant 10 ans après l'âge de la majorité. Il y a des raisons qui sont autres aussi que l'aspect financier, le culturel, le social, l'attachement au pays. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Dernier Français en date devenu monégasque, Alain Ducasse, le célèbre restaurateur. En tant que sujet du prince, il ne paiera plus d'impôts sur le revenu, ni sur la fortune, de très gros avantages, à condition de renoncer à la nationalité française. Voilà pourquoi les nouveaux naturalisés préfèrent rester discrets sur leur motivation. Seul Bernard Spindler, un de ces ex-Français, a accepté de nous en parler. Il a été une très grande signature de Radio Monte-Carlo et un proche de la famille princière. Vous êtes monégasque, vous? Oui. Vous êtes monégasque. Vous avez votre passeport sur vous? Et il a quelle allure le passeport monégasque? Ça m'arrive d'avoir un passeport quand même, oui. Ouais. Parce que ça m'arrive quand même de sortir. Principauté de Monaco. Mais on n'a pas besoin de passeport. On n'a pas besoin de passeport pour sortir d'ici quand même pas. Et alors, vous avez été naturalisé? Oui, moi je vais vous dire, j'aime pas. Il y a 5 ans. On vous remet quelque chose? Il y a 5 ans. Je vais vous faire voir quelque chose, mais je vais vous faire voir quelque chose qu'on ne montre jamais, parce que j'aime pas trop le mot naturalisé. C'est un mot un peu technique. C'est un mot. On est adoubé. C'est un mot. On est adoubé. Non. Non, mais c'est tellement intime, c'est tellement sentimental, c'est tellement le prince. En l'occurrence, c'était Régnier III. C'est tellement le prince qui décide ça. Dans le secret de sa réflexion, on ne fait pas quelque chose de magique non plus. Mais c'est pour ça que je dis le mot naturalisation, qui est un mot technique. Moi, ça ne me convient pas tellement. Il faut recevoir ça comme un cadeau, comme une preuve de confiance. Parce que du jour au lendemain, on vous dit, vous faites partie de la famille monégasque. Voilà. Alors vous l'avez accroché chez vous, ça? Moi, j'ai ça dans l'intimité de mon boudoir. Si j'étais une dame, si j'étais une dame du XVIIIe siècle, je vous dirais non, moi, il y a quelques épisodes de ma vie qui comptent. Celui-là en est, parce que je pense qu'il faut avoir une reconnaissance pour ça. D'accord. Voilà. Il y a la signature du prince là-dessus? Tout à fait. C'est celle-là. Mais si vous voulez, il faut encore une fois, il faut prendre ça comme un geste de confiance. C'est quelque chose de très intime. Hein. Moi, je pense ça comme ça, en tout cas. À Monaco, la plupart de ces sujets nourrissent pour leur prince une véritable passion. D'abord, il y a une qualité qui est en voie de perdition, c'est que c'est un homme qui est extrêmement bien élevé, qui a un grand respect des gens, et qui a, depuis qu'il est là, si on parle uniquement sur le plan comptable, sur le plan relationnel, c'est quelqu'un qui a réussi, tout en gardant la distance qui convient, pour faire rêver les gens. Parce que Monaco, ça fait rêver les gens. Il y a un côté romanesque, on le veut même. Ça fait rêver. C'est une muraille de béton, là. On ne parle pas de la même chose. Il y a un mythe Monaco.
Avantages fiscaux et soleil toute l'année, le mythe Monaco est toujours aussi attractif. En témoignent les rues de la Principauté, qui reste un véritable chantier à ciel ouvert. À 35 000 € le mètre carré, le prix de l'immobilier est l'un des plus élevés du monde. Et là, les Monégasques sont une fois de plus avantagés. Les sujets du prince peuvent prétendre à l'équivalent de nos HLM. Dans cet immeuble, le loyer d'un 100 mètres carrés est de 1 000 € par mois. Tous les Monégasques ne sont pas convaincus. Certains, comme Bernard Vatrican, se montrent assez critiques sur leur principauté. Vous appartenez à une des plus vieilles familles de Monaco et vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous pensez que ce pays n'a pas d'avenir. Pourquoi ? Pour le moment, c'est assez mal parti, je dirais, parce que Monaco a pu survivre qu'en anticipant l'avenir. Régnier III a réussi cela, et 100 ans plus tôt, Charles III avec Monte-Carlo. Et aujourd'hui, le 21e siècle, ce n'est pas les finances et l'immobilier qui feront l'avenir de Monaco. Et actuellement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour des raisons précises, c'est que depuis quelque temps, on est tombé dans le populisme et la démagogie, nos politiciens en particulier, et qu'il n'y a personne qui redresse la barre. Exemple de décision populiste et démagogique. Écoutez, la dernière législature, ils ont fait 1000 logements pour les Monégasques. Il y en avait déjà 2000. Des logements sociaux, donc on a une population de 7000 habitants qui a 3000 logements sociaux. Ouais. Dans et ils ces sont vides ? La moitié, une bonne partie. Ouais. Je connais. Mais on peut peut-être y mettre les travailleurs étrangers, parce qu'il y en a 35 000 non, c'est réservé aux Monégasques. C'est réservé aux Monégasques. Alors, les Monégasques, dans le secteur privé, il y en a 2%. 98% des salariés du secteur privé, ce sont des étrangers. Donc, si vous voulez que ce pays vive, il faut penser aussi un peu à eux. Et pour des raisons électoralistes, parce que c'est les seuls qui votent, on ne pense qu'aux Monégasques. D'accord. Donc, actuellement, contrairement au passé, où le prince avait beaucoup plus de pouvoir et de vision, on ne prépare plus du tout l'avenir. Non, vous voulez dire quoi? Que c'est comme à Dubaï, les Monégasques ne font rien, ce sont les travailleurs étrangers qui ramènent l'essentiel des revenus? Tout à fait. On a toujours eu des seigneurs et des princes visionnaires. C'est pour ça que Monaco a survécu, c'est tout. S'il n'y a pas cette vision d'avenir, Monaco n'a aucune raison d'être. Je veux dire, ce petit confetti au bord de la Méditerranée, maintenant on est concurrencé par plein d'autres pays. Bernard Vatrican est pessimiste sur l'avenir de la principauté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, à bientôt. Au revoir. À Monaco, on parle chiffre d'affaires plutôt que budget. Il est de 15 milliards d'euros par an. C'est un pays confetti, plaqué or. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas le SIDAction. Faites vos dons en composant le 110 ou bien en allant sur sidaction.org ou bien en tapant le 33 000 sur votre téléphone portable. Bonne soirée sur M6. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro exceptionnel d'Enquête exclusive. La semaine prochaine, enquête exclusive au cœur des urgences psychiatriques. D'accord. À l'intérieur de cet immeuble, un homme menace de s'immoler. T'as combien de litres d'essence, dis-moi? Bonjour monsieur, c'est le docteur Laforge, je suis le médecin des marins-pompiers. D'accord, mais pour l'instant il n'est pas question de vous fracasser, il est simplement question que moi, le docteur Laforge, je discute avec vous, c'est tout. Et vous discutez avec moi? Donc la grande terreur, c'est qu'on entende un coup boum parce qu'il s'est passé une caisson. Et ça, on peut jamais prévoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis un des médecins des urgences. Je crois que vous avez fait un petit malaise à la maison. Mais vous avez un volant? Oui, on va le reconduire. Un volant? Complètement. Donnez-moi un volant. Et vous pouvez m'accompagner le plus souvent. Je suis en Formule 1. Moi, je suis le champion de la Formule 1. Cette émission a été préparée avec Julie Mamoumani, rédaction en chef Maude Brunel et Laurent Huberson, réalisation plateau Nicolas Dom avec Johan Charin et Pierre Elberg. Production Stéphanie Burlot. Bonne soirée sur M6.